Alors, j'espère que mon propos ne sera pas décalé par rapport à vos attentes, parce qu'effectivement, moi, ma vraie spécialité, c'est effectivement la sociologie des controverses scientifiques. Et il faut rapprocher le micro, vous ne m'entendez pas? Très bien. Voilà. Autrement, je peux parler plus fort, hein, c'est pas un problème. Les deux. Oui, et je commence à me lancer dans la sociologie de l'innovation en biomédecine. On a des projets en cours, hein, notamment un projet financé par l'INCa, qui est une comparaison de ce que moi j'appelle les trois processus translationnels. J'aime pas le mot innovation et j'aimerais, je vais en parler, je vais essayer de proposer une nouvelle façon d'en parler. Ça, c'est prétentieux. Un autre concept qui dit mieux les choses que le mot innovation. Voilà, donc on a un projet là-dessus et donc je débute et j'espère que je serai peut-être un peu trop théorique. En tout cas, j'ai pensé que c'était le moment pour moi d'essayer de construire comme un programme de recherche, donc, et de le tester auprès du public. Pour voir ce que vous en pensez. Voilà. Mais c'est un vrai dialogue. Alors, donc, d'abord, lorsque le sociologue fait face à des mots valises comme découverte, innovation, invention aussi, j'avais mis progrès, je l'ai soigneusement enlevé. Donc on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais ça, c'est encore autre chose. Alors, lorsque le sociologue fait face à ces mots-là, parce qu'il n'a pas d'autre choix que d'utiliser ces mots-là, faute de disposer d'une terminologie à lui, spécifique, il lui reste à débusquer derrière les substantifs toute une philosophie pétrifiée du social. Et là, je cite Pierre Bourdieu, que je citerai d'ailleurs plusieurs fois dans cette communication. Alors, prenons l'exemple de la notion de découverte et tournons-nous vers l'étymologie du terme. En fait, la notion de découverte renvoie à la question de la révélation, de la monstration. C'est faire connaître le premier une chose ignorée, selon Montaigne. Donc l'idée de découverte, si vous voulez, elle est intrinsèquement liée à une philosophie réaliste, et plus précisément au réalisme métaphysique qu'Howard Sankey... ça y est, comme j'utilise... voilà, ça va arriver plusieurs fois. Parce que j'ai la délicatesse d'un éléphant. Howard Sankey définit ainsi: il y a un monde qui existe indépendamment de notre pensée, dont l'existence, la structure et les caractéristiques ne dépendent en aucune manière de l'expérience humaine, de croyances, de concepts ou du langage. C'est un monde d'objets, de propriétés et de faits que l'on doit découvrir au moyen de recherches empiriques. Autrement dit, la découverte révèle donc quelque chose d'inconnu, mais dont on affirme dans le même temps que cette chose existe déjà dans le monde objectif. La notion d'invention renvoie à une toute autre réalité. Comme le dit l'anthropologue Françoise Héritier, si la découverte montre ce qui n'était pas connu, mais qui existe déjà dans la nature, ou comme objet logico-mathématique, l'invention, qui seule se brevette, crée quelque chose de nouveau par la combinaison menée de façon nouvelle de conditions connues. Alors, souvent, ces deux notions, que sont la découverte et l'invention, sont associées à une conception particulière de la création, celle à laquelle renvoie la figure du génie créateur. On pense alors à Archimède et son Eureka dans les rues de Syracuse, on pense à Léonard de Vinci, à Einstein à Poincaré, qui est une révélation mathématique en montant dans un bus, ou encore à Newton et sa pomme. Dans le domaine de l'invention, on pourrait citer par exemple Hounsfield, considéré comme l'inventeur du scanner X, qui raconte dans ses mémoires que c'est en 1967, au cours d'une promenade à la campagne, qu'il eut l'idée de fabriquer un dispositif de diagnostic médical composé d'une machine à rayons X capable de produire des coupes fines du corps des patients et d'un ordinateur capable, ça y est, ça recommence, capable de transformer ces images en une représentation précise, rendant visible de façon détaillée les tissus, les organes et les autres structures anatomiques. Alors, ce qu'il faut retenir de ces anecdotes, c'est qu'elles attirent l'attention sur un mécanisme exclusivement individuel qu'on appelle l'intuition. D'ailleurs, Poincaré en soulignait toute l'importance, puisque, selon lui, c'est par la logique que nous démontrons, mais c'est par l'intuition que nous découvrons. Dans Sciences et méthodes, il évoque la capacité qu'a l'intuition de nous permettre de voir. La faculté qui nous apprend à voir, dit-il, c'est l'intuition. Sans elle, le géomètre serait comme un écrivain qui serait ferré sur la grammaire, mais qui n'aurait pas d'idée. Alors, il n'est pas le seul à tenir ce genre de propos.
À plusieurs reprises, on découvre sous la plume de certains savants que la science serait même produite au plus profond du sujet. Ainsi, Einstein écrit-il dans ses mémoires, « Il n'y a pour moi aucun doute quant au fait que le cheminement de notre pensée s'accomplit en grande partie sans utiliser de signes et qu'il progresse dans une très large mesure de façon inconsciente. » François Jacob décrit pour sa part ce qu'il appelle, d'une façon très, très imagée, la science de nuit et qu'il oppose à la science de jour. La science de jour est celle du raisonnement, de la mécanique inférentielle, dont l'impeccabilité est souvent préparée par la science de nuit, erratique, incertaine, itérative, et c'est elle qui permettrait de passer à un moment donné à la science de jour de manière, je le cite, souvent fortuite, à l'improviste, comme une génération spontanée, n'importe où, n'importe quand, comme la foudre. Alors, pourtant, lorsqu'on est sociologue, s'en remettre exclusivement à cette thèse serait erroné. D'abord parce que l'intuition qui mène à la découverte n'apparaît pas dans une sorte de vide intellectuel. L'esprit qui connaît l'illumination, à propos d'un problème, s'est longuement penché dessus. Si l'intuition joue, c'est toujours à travers un esprit préparé, instruit, socialisé, inscrit dans un paradigme, comme le montre Thomas Kuhn, un philosophe des sciences et historien des sciences américain. Selon lui, l'essentiel de l'activité scientifique, ça y est, ça recommence, elle est vraiment indomptable. C'est la technique. Donc, selon lui, l'essentiel de l'activité scientifique reste de l'ordre de ce qu'il appelle la science normale, qui prend la forme, en fait, d'un ensemble d'activités routinisées, inscrites dans un cadre perceptif et cognitif appelé paradigme, une sorte de cadre mental constitué d'un ensemble de résultats scientifiques exemplaires, de problèmes obligés, d'indications méthodologiques tendant à indiquer comment ces problèmes doivent être posés et les résultats de la recherche scientifique interprétés. C'est précisément parce que l'esprit est ainsi préparé qu'il est capable de percevoir des anomalies, c'est-à-dire des faits qui sont en décalage avec les attentes liées au paradigme, anomalies dont la persistance peut éventuellement déboucher sur une révolution scientifique. En second lieu, la lecture individualiste des découvertes néglige notre réalité. Pour être considérée comme une découverte, un résultat doit passer l'épreuve de la critique par les pairs. Les experts et les responsables éditoriaux des revues sont ainsi assimilables à des gatekeepers. Certains énoncés seront retenus, publiés et d'autres refoulés. Mais ce n'est pas tout. Une fois qu'un résultat est publié, en fait, il circule dans le système de communication de la science et il intègre alors un second circuit d'évaluation dans la mesure où le cercle des évaluateurs potentiels s'élargit au lecteur de la revue. Cette procédure peut aboutir alors à 3 types de résultats: la relégation de l'énoncé, rejet, oubli, voire pire, indifférence, l'articulation de l'énoncé à d'autres déjà produits, ou encore son encapsulation, je crois que c'est un barbarisme ça, son encapsulation dans un instrument dont il vient constituer le fondement conceptuel et théorique. Ainsi, par exemple, la théorie de la résonance magnétique, mise au point de façon indépendante par Bloch et Edward Mills Purcell de Harvard, devient le soubassement théorique d'instruments utilisés en imagerie, dont on a éprouvé depuis l'efficacité, ce qui vient renforcer l'assise probatoire de la théorie. En résumé, dans la science, les constructions individuelles sont toujours des constructions collectives, et cette réalité vaut pour ce que l'on nomme innovation. Ainsi, par exemple, lorsque l'on parle du génie de Steve Jobs dans l'invention de l'ordinateur personnel, on oublie plusieurs faits. D'abord, l'existence à ses côtés de Steve Wozniak. Ensuite, le fait qu'il avait épuisé certaines des idées qui ont fait le succès du premier Mac, à savoir l'interface graphique, les menus déroulants, la fameuse souris. Il a épuisé ces idées au Xerox PARC, laboratoire fondé par Jack Goldman et Bob Taylor, initialement composé d'équipes en provenance de Berkeley Computer Corporation et d'étudiants et collègues de Douglas Engelbart. Rappelons d'ailleurs que c'est ce dernier, disparu tout récemment en 2013, qui a développé la souris, l'hypertexte et les premières interfaces graphiques. Enfin, il faut rappeler que dans les années 70, et là un peu cocorico, le concept de l'ordinateur personnel est dans l'air du temps. Des firmes telles que Commodore, Olivetti ou encore HP sont sur la brèche et entendent se positionner sur ce marché. Mais 3 ans avant la création d'Apple, en 1973, François Gernel, ingénieur informaticien, met au point pour l'INRA le Micral N et dépose 2 brevets. Bon. Tout comme la notion de découverte, celle d'innovation est du fait de ses usages multiples et récurrents, souvent chargés de représentation et d'impensé. Donc pour accomplir cette tâche, le sociologue doit d'emblée mettre à distance 3 a priori, il me semble. D'abord, celui dont je viens de parler, qui dérive de l'idéologie du génie créateur,
Et nous venons donc de le voir. Ensuite, le fait qu'il s'agit d'un processus linéaire. Et sur ce point, on peut se référer au travail intéressant du chercheur québécois Benoît Gaudin, qui, dans un article de 2006, revient sur l'idée selon laquelle l'innovation technologique serait le fruit d'une recherche fondamentale arrivée à maturité, puis diffusée à travers des activités de développement. Selon Gaudin, la prégnance de cette représentation tient au fait qu'elle remplit des fonctions de légitimation pour un ensemble disparate d'individus. D'abord les scientifiques, qui voient dans l'opposition entre recherche fondamentale et recherche appliquée et ou technologique une ressource rhétorique permettant de justifier le financement de la recherche fondamentale, puisqu'elle est nécessaire à la recherche technologique. Les chercheurs des écoles de commerce, qui s'intéressent aux études sur les sciences, à la gestion, au management industriel de la recherche et du développement technologique, et montrent ainsi, grâce à cette conception linéaire de l'innovation, toute l'importance stratégique de la technologie pour les entreprises. Troisièmement, les économistes qui ont abandonné... Pardon, ça c'est un lapsus. Qui ont abondamment travaillé sur le concept d'innovation. C'est peut-être parce qu'on veut leur piquer le... peuvent déduire de cet enchaînement linéaire le rôle très important de la recherche sur l'économie et la société. Et enfin, les décideurs et les administrateurs de la recherche qui peuvent, pour leur part, tirer des arguments rhétoriques de ce modèle. Et comme dit Gaudin, il s'agit d'une ligne de pensée qui simplifie et offre aux administrateurs et aux agences de financement une orientation lorsqu'il s'agit d'allouer des fonds à la recherche et développement. J'ajouterai que cette insistance sur la finalité marchande et économique des activités d'innovation peut aussi détourner notre attention d'une dimension très importante de l'innovation pour le sociologue, celle d'un processus de circulation et de transformation des connaissances porté par le tissage de rapports de coopération interdisciplinaire au sein du champ scientifique et intersectoriel, sciences, industrie, médecine, dans le cas de la recherche biomédicale. C'est précisément pour cette raison que le qualificatif translationnel, contenu dans la notion de recherche ou de médecine translationnelle, peut constituer un point de départ plus intéressant pour penser sociologiquement l'innovation, notamment, mais pas seulement, dans le domaine biomédical. Et ce que je voudrais maintenant faire, c'est esquisser quelques pistes pour une sociologie des processus translationnels. Et je ne parlerai plus donc d'innovation. Pourquoi utiliser ce terme ? En français, il renvoie au mouvement, au transfert. En anglais, il signifie, comme vous le savez tous, traduction. Si l'on s'intéresse aux usages passés du mot, comme le fait par exemple Antoine Berman, théoricien de la traduction, on découvre qu'au XVe siècle, traduire était un terme concurrent de translater qui a fini par être abandonné. Or, traductio provient d'une famille sémantique qui n'est pas celle de translatio. Il s'agit d'un terme qui, comme induction, déduction ou séduction, est élaboré à partir de ductio et du verbe ducere. Berman, qui s'appuie sur les travaux de Michel Serres, fait remarquer que l'élément commun à tous ces termes est non seulement l'activité, mais aussi la force transformante. Et ce n'est donc pas un hasard si l'on retrouve sous la plume de Michel Callon l'idée que la notion de traduction renvoie non seulement au transport, mais aussi à la transformation. Et c'est en cela que je trouve le terme intéressant, parce qu'il permet de focaliser sur ce qui circule et se transforme. Concernant ce que l'on désigne sous le nom d'innovation, ce qui circule et se transforme, c'est de la connaissance. Donc, le premier axe de recherche pour un sociologue de l'innovation ou des processus translationnels, ce serait de filer la connaissance et suivre ces transformations. Donc, pour moi, penser l'innovation, ce n'est pas immédiatement tourner le regard vers le marché. C'est pourquoi analyser sociologiquement un processus translationnel donné, aboutissant à une application thérapeutique. On peut prendre par exemple, c'est ce qu'on fait d'ailleurs actuellement dans le projet dont je vous ai parlé, le traitement du cancer du sein par ultrasons hautement focalisés, suppose de filer, au sens détective du terme, la connaissance, voir comment elle est produite, puis transformée. Alors, il ne s'agit pas simplement de décrire ces transformations, mais d'examiner la façon dont ce double processus de transfert et de transformation implique la mise en relation, à travers la mobilisation d'individus dans un projet collaboratif, de champs sociaux différents, la science, la médecine, l'industrie, et au sein du champ scientifique, d'espaces disciplinaires différents. Ce qui est important également, c'est de voir en quoi cette mise en relation ne va pas de soi du tout, car les acteurs ainsi mobilisés sont socialisés dans des univers extrêmement différents. Le sociologue Pierre Bourdieu les appelle des champs.
c'est-à-dire des sortes de microcosmes construits autour de normes particulières, d'intérêts différents. Ce qui fait courir le scientifique n'est pas ce qui fait courir l'industriel, et tant mieux pour la science, et au sein desquels, alors c'est la technique, c'est impressionnant ça. Avant j'avais un Mac, j'ai changé pour un PC et... Alors, donc les microcosmes, j'en étais au micro, des champs donc structurés autour de normes d'intérêts différents et au sein desquels la temporalité de l'action aussi n'est pas forcément la même. Le rapport au temps d'un chercheur n'est pas du tout la même que celui d'un médecin. Je vais vous donner quelques extraits d'entretien assez croustillants. En focalisant sur le processus de translation des connaissances, on est contraint d'aller au-delà d'une analyse macro-sociale, ce que j'appelle les analyses vues d'avion, pour se pencher à partir d'études de cas sur les logiques du travail collaboratif, ses difficultés, parce que les habitudes de pensée et de travail, les intérêts des uns et des autres sont dissemblables et même parfois divergent, sur les solutions que les individus et ou les organisations mettent en œuvre pour les surmonter, sur les impacts que cette coopération peut avoir sur les pratiques des uns et des autres et leur terminologie propre. Quelques extraits d'entretien pour vous donner que ces phénomènes de collaboration, de coopération ne sont pas évidents. Un biologiste me dit: au Cancéropole, les médecins freinaient l'enthousiasme des chimistes. Et on était 2 ou 3 biologistes susceptibles de faire les essais in vivo. Ce qui était marrant, c'était que les chimistes ne nous voyaient pas. Ils ne voyaient que les médecins. Et pourtant, on est un maillon essentiel. Il n'y avait pas assez de biologistes entre les chimistes et les médecins. Des guerres, vous voyez, un petit peu de juridiction. Toujours le même biologiste. Michel, j'ai changé les prénoms au cas où. Michel trouvait intéressant mon approche et il avait des nanoparticules à me proposer. Et il a voulu commencer à essayer de faire des essais. Ensuite, Patrick est arrivé, il a été très enthousiaste et a mis beaucoup d'énergie dans le projet. Et Simon est revenu dans le projet par l'intermédiaire de Patrick. Les problématiques sont les mêmes, mais les objets auxquels ils s'intéressent d'un point de vue chimique ne sont pas les mêmes. Je ne vais pas choisir, ce sont eux qui choisissent. Je leur fais confiance, ça c'est important. Simon travaille sur les polymères et Michel, je ne sais pas. Ils s'arrangent entre eux. Moi, je n'ai pas de compétences pour dire il faudrait mieux un polymère ou autre chose. Je leur dis juste il faudrait que l'objet il soit comme ci, comme ça et qu'il fasse ça. Et ils se débrouillent. C'est à eux de trouver ensemble. Ils sont capables de discuter. Et j'avoue que quand ils discutent, je ne pige rien. Là, ils ont fait des propositions. Et après l'objet qu'ils ont proposé, je ne sais même pas ce que c'est. Mais il a les propriétés que moi je recherchais. On est obligé de leur faire confiance parce que moi je ne suis pas capable. Un médecin, pour voir quand même. Il y a 2 types de chercheurs. Il y a les chercheurs ouverts et il y a les chercheurs sectaires. Il y a les chercheurs qui considèrent que les médecins sont nuls en recherche, qu'ils sont là pour traiter les patients et qu'ils ne s'intéressent pas à la science et qui ont du mal à nouer des relations avec les médecins. Et puis il y en a qui sont normaux, entre guillemets. J'ai de la chance de connaître beaucoup plus de chercheurs très ouverts avec qui on a très bien collaboré. Et ce que je recherche, c'est ce qu'on recherche tous, mais j'ai eu aussi de mauvaises expériences. Toujours le même médecin. Eux, ils parlent des chercheurs. Ils font 100% de recherche. Donc, ils sont tout le temps dans le laboratoire. Nous, on ne peut pas faire ça. On est obligé d'être là à temps partagé, parfois pas très longtemps, un jour par semaine, une demi-journée par semaine. Nous, notre position dans une équipe de recherche, c'est que très souvent, on n'est pas à la paillasse, on n'est pas directement dans l'exécution de la recherche, mais dans la conception, dans l'analyse, dans la production et dans l'intérêt qui peuvent avoir les idées. Je n'ai pas envie de dire que j'ai initié plein d'idées, mais c'est gagnant-gagnant. Le chercheur tout seul, il ne va pas forcément voir les tenants et aboutissants. Voilà. Donc ça, c'est le premier point, filer la connaissance. Le deuxième mission du sociologue, identifier aussi l'origine des processus translationnels et la pluralité des circuits. Lorsque, par exemple, on observe ce qui se passe au sein des grands groupes industriels tels qu'Airbus ou Safran, on s'aperçoit que si la recherche est sollicitée par l'industrie, celle-ci doit composer avec l'autonomie et la structure du champ scientifique, et notamment son organisation disciplinaire. À partir de la prise en compte d'impératifs contextuels larges, de type économique, sociaux, sanitaires ou encore environnementaux, les industriels formulent des objectifs et sollicitent les acteurs de la recherche pour qu'ils élaborent un programme scientifique. Ainsi, par exemple, le groupe Safran investit dans l'initiative technologique conjointe Clean Sky, financée à part égale par la Commission européenne et l'industrie, et vise la production de technologies destinées à répondre aux objectifs de l'Advisory Council for Aeronautics Research in Europe, excusez-moi pour l'accent, à savoir la réduction des émissions de dioxyde de carbone et d'oxyde d'azote, ainsi que la diminution de la pollution sonore.
Alors, ces enjeux industriels sont communiqués aux acteurs de la recherche qui se chargent de les traduire dans la logique propre de leurs espaces disciplinaires en programmes de recherche qu'ils présentent ensuite aux industriels afin de nouer des accords de collaboration. On a là un schéma translationnel dont l'origine est l'industrie. Alors, les sociologues de l'innovation parlent d'innovation technologie pool, tirée par la technologie. Un schéma translationnel donc, dont l'origine est l'industrie, qui certes est préoccupé par son propre développement économique, mais doit aussi quand même composer avec des enjeux environnementaux et économiques plus larges, et tant mieux. Il arrive bien entendu que la recherche soit aussi à l'origine d'un schéma translationnel. Alors on parle dans ce cas d'innovation science push. La chambre proportionnelle multifile mise au point par Charpak au sein du CERN a certes été conçue pour identifier et analyser de nouvelles particules dans le cadre de la physique des particules élémentaires, mais Charpak a tout de même veillé à ce que cette invention, qui a permis de grandes avancées dans la compréhension de la structure de la matière, débouche sur des applications pratiques, notamment en biologie moléculaire et en médecine nucléaire. Et enfin, troisième circuit, il arrive que les processus translationnels aient pour point de départ et d'arrivée deux domaines d'application. Par exemple, l'aéronautique et spatiale et la santé. Ce type de cheminement implique que l'on s'interroge sur les ajustements techniques et normatifs nécessaires au passage d'un domaine technique à l'autre. Se pose alors la question de savoir si les acteurs ne sont pas contraints de questionner, d'adapter et de retravailler les cadres de fonctionnement, de réétudier les procédés et modalités de fonctionnement des dispositifs techniques. On peut aussi se poser la question de savoir dans quelle mesure les transferts de technologie, par recombinaison des cadres techniques existants, interrogent les savoirs et savoir-faire mobilisés, de quelle manière ces transferts de technologie conduisent éventuellement à la production de nouvelles connaissances, et je dis bien éventuellement. Troisième axe que doit, à mon avis, emprunter une sociologie des processus translationnels, reposer, alors je vais peut-être faire un peu sursauter, la question de l'acceptabilité des dispositifs innovants. J'ajouterai que c'est tout au long de ce processus donc, de translation, transport, transformation, translation c'est transport et transformation, tout au long de ce processus que commence à se construire l'acceptabilité d'un dispositif innovant. Parce que, et on l'oublie souvent, les acteurs de la recherche, comme les médecins, sont des citoyens à part entière et sont capables de réflexion sur les implications éthiques de leurs pratiques scientifiques, d'autant plus qu'ils sont contraints parfois d'envisager l'existence de risques potentiels, notamment par exemple lorsqu'ils manipulent des produits dangereux ou des nanoparticules. Autrement dit, il me semble que la construction du caractère acceptable des dispositifs innovants ne se situe pas au bout d'un processus translationnel, mais l'accompagne. Cela signifie qu'une sociologie des processus translationnels dans le domaine biomédical doit interroger la façon dont les différents acteurs impliqués dans la recherche fondamentale, préclinique et clinique, articulent leurs pratiques de recherche avec un véritable travail de production normative qui encadre le travail de recherche et l'édiction de règles de bonnes pratiques. Les chercheurs et les médecins sont les premiers à identifier des points d'incertitude et à déterminer les risques potentiels pour eux et ou les patients, notamment dans la phase de recherche clinique. On comprendra ici qu'une sociologie de l'acceptabilité d'un dispositif innovant ne saurait se réduire simplement à une interrogation sur les facteurs censés accélérer sa mise sur le marché, à moins de considérer que chercheurs et médecins, pourtant inscrits dans la situation d'incertitude qu'est la recherche, n'ont aucune conscience des risques qu'ils encourent. Et je conclurai en disant que, dans un article récent, Virginie Tournet écrivait « Comme le souligne Étienne Klein, on ne parle plus aujourd'hui de progrès, mais d'innovation, avec ce principe que l'État républicain se doit d'anticiper tous les développements et de prévoir tous les risques associés à l'innovation. Si j'insiste et si j'ai insisté sur ce dernier axe relatif à l'acceptabilité, ce n'est pas simplement parce que certains groupuscules technophobes, que je ne nommerai pas, assimilent la sociologie à une acceptologie. C'est aussi et surtout parce que je crois que le risque n'est pas quelque chose que tous les acteurs de ce que l'on appelle l'innovation abandonnent au pouvoir public, leur laissant le soin de prévoir l'imprévisible dans une société devenue résolument précautionniste. Voilà. Bon, merci.